Salut! Salut! Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue sur la chaîne des enfants de l'humanité. On se retrouve aujourd'hui avec Anna. Bonjour! Et avec Flo. Salut. Et moi-même, Victoria, pour parler d'un concept bien particulier, le concept de Lego. Alors l'idée de cette vidéo, c'est un petit peu de vous proposer, dans un premier temps, une navigation au cours de l'histoire de la philosophie pour voir comment ce concept est apparu et comment il s'est transformé, modifié, mais aussi de vous proposer à travers un partage d'expériences, un dialogue qui peut nous permettre de mieux le comprendre et surtout d'avancer vers une libération de certaines souffrances et conséquences négatives qu'on peut toutes et tous vivre en relation à un moi plus ou moins fort et prenant sur l'existence. Donc on va commencer par du coup la petite proposition historique. Donc déjà, ego en soi est un terme qui nous vient du latin pour qualifier un sujet parlant. Donc il a littéralement une fonction grammaticale pour repérer un sujet au sein d'une phrase. Dans l'histoire de la philosophie, alors si on regarde d'un point de vue directement moderne, il est tout à fait rattaché à la notion de conscience avec le fameux cogito de Descartes, c'est-à-dire le fondement individuel de l'existence. Il aura aussi un sens très particulier dans l'aspect psychologique parce qu'il renvoie aussi à l'idée que l'on se fait de soi-même dans une partie un peu positive en lien à l'estime de soi et dans une partie peut-être un peu négative en lien à la peur et à l'orgueil. Donc, du côté de la philosophie antique, on va se retrouver en premier avec un concept qui est radicalement différent du sens moderne parce que finalement, l'ego renvoie à un sujet, mais un sujet qui est contenu dans un ensemble plus grand, dans une cosmogonie en fait inhérente à l'existence. Le fameux homme connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux nous fait bien saisir la portée que ce sujet est à rattacher au cosmos, à l'univers et donc à la connaissance de la vérité ultime. C'est-à-dire que l'ego, chez les stoïciens particulièrement, permet de se connecter à l'âme dans une vision d'un soi un petit peu éthique, un être raisonné et un être qui va s'attacher tout au long de sa vie à se libérer de ses passions individuelles qui, elles, correspondent plutôt au monde de l'illusion pour se connecter à une réalité universelle. Donc chez les stoïciens, d'un point de vue ontologique, c'est-à-dire d'un point de vue de ce qui définit l'être en dehors de ses déterminations, l'homme va recevoir des perceptions sensibles qui vont s'imprimer en lui, qui vont créer des impressions, et ces dernières vont provoquer une réaction. Sauf que les stoïciens nous disent qu'entre la perception, l'impression et la réaction se trouve un pouvoir qui est celui de l'assentiment. L'homme a le pouvoir d'assentir ou non aux impressions qui lui apparaissent, et à travers le prisme du logos, qui représente ce verbe cosmique, ce feu de l'univers vivant, l'homme a le pouvoir ou non de réagir à ce qui se présente à lui. Et donc là, on trouve une cosmogonie tout à fait intéressante dans laquelle cet ego se retrouve en permanence interconnecté au monde dans une volonté justement d'aller vers le bien commun. Avec un penseur tel que Saint Augustin, la notion de subjectivité va nous renforcer dans la voie de l'introspection, car c'est à partir du sujet que l'homme va pouvoir entrer en relation avec l'âme et Dieu. C'est effectivement avec Descartes, comme nous l'avons dit, que cette fois-ci, le sens de l'ego va prendre une tournure radicalement différente, parce que cette chose pensante, consciente, va être distinguée de la chose corporelle, de l'étendue. Donc pour la première fois, nous avons une dualité qui apparaît à travers le « je pense donc je suis » entre un soi éthérique et un monde constitué d'objets dont le corps lui-même peut être conscientisé comme tel. Donc il y a vraiment ce dualisme entre le corps et l'esprit qui commence à apparaître dans la pensée. Un penseur comme Locke, un petit peu après Descartes, va lui nous dire que l'ego serait le produit de l'expérience personnelle et qu'on ne peut le penser en dehors du prisme individuel, des souvenirs et des substances.
cet ego devient d'une certaine manière une substance profondément immuable. Et c'est avec Kant qu'arrivera l'idée d'une séparation, parce qu'on se rend bien compte que l'ego d'un côté est ce qui connecte à la possibilité de toute connaissance, mais c'est aussi le prisme par lequel l'individu va faire son expérience vécue. Donc Kant, lui, va proposer deux égos, un jeu transcendantal qui sera la condition universelle de possibilité de connaître, et un jeu empirique qui lui servira à qualifier l'individu concret, structure formelle d'organisation des perceptions du monde. Donc on distingue, à travers ce petit historique, une espèce de dualité entre un jeu, principe de réalité, actif, d'auto-affirmation, et le non-jeu, le monde extérieur, le monde objectif. C'est-à-dire que ce jeu, du point de vue philosophique, est quand même ce qui permet d'accomplir un processus dialectique, une réflexion, une dynamique entre soi et les autres. Un penseur comme Nietzsche nous dira que finalement cet ego, parce que connecté aux expériences, ne peut être une entité stable, ne peut être une entité autonome. Ce sera au contraire pour lui une construction linguistique, donc un jeu de langage qu'il faudra transcender. Ça aussi, c'est quelque chose qui va nous rattacher à la pensée antique, parce que ce n'est qu'un point de vue, finalement, parmi les autres, et que si on arrive à un petit peu s'élever, changer de hauteur, de paradigme, eh bien on percevra les choses différemment. Il y a un exemple qui est assez simple pour illustrer ça. Ce serait l'idée qu'on est en haut d'un immeuble et qu'on observe la rue et le différent quadrillage de la ville, et le point de vue de deux personnes qui, elles, sont en train de parcourir leur chemin, et qui finalement se croiseraient à un carrefour, et elles se diraient « Waouh, on s'est rencontrés par hasard ». Donc effectivement, de leur point de vue, oui, rien ne les amenait à se croiser, sauf que pour le point de vue de la personne qui observe du 5e étage, eh ben, il n'y a pas de hasard, elles ont juste pris des routes qui à un moment donné allaient se croiser. Donc cette idée de transcendance se retrouve dans le chemin de la philosophie, et j'aimerais bien juste citer un dernier penseur, qui est un penseur issu de l'école de Kyoto, donc Nishitani, qui lui vient nous dire que le gros problème, en tout cas aujourd'hui, de la modernité et de cette vision dualiste du soi et du rapport au monde, de ce rapport entre un sujet pensant et un monde fait d'objets, c'est le possible trouble causé par le néant, par le nihilisme, et donc par une perte finalement de repères, d'expérience, qu'est-ce qui fait sens dans la vie, quel est le but de l'existence. Pour lui, c'est directement lié à cette conception de l'ego qui serait donc perçue comme une entité indépendante, irremplaçable, fondement de la subjectivité, prémisse d'un humain pensé comme un être individuel. Cependant, on retrouve dans la pensée bouddhiste, zen, une idée que ce jeu qui pense cache un problème qui est celui de la solitude ontologique. Au contraire, l'existence ne peut être réduite à un simple acte, une simple activité cognitive qui est celle de se penser seul, et c'est-à-dire que ce cogito cartésien échouerait à saisir finalement l'interconnexion fondamentale qui va relier l'être humain au monde et donc à ses expériences avec les autres. Ainsi, là aussi, la pensée bouddhiste peut rejoindre un petit peu le stoïcisme dans l'indication d'une réalité ultime qui est profondément interdépendante, non duelle. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc ça rejoint aussi un petit peu le concept de vacuité qui vient nous dire que finalement un sujet pensé comme indépendant du reste n'existe pas. Voilà pour ce petit voyage. Sacrée introduction. Merci. Merci Vicky, parce que c'était très qualitatif. Et ça nous permet en effet d'aborder ce sujet qui est quand même assez dur à appréhender, parce qu'il y a tellement de voies qui vont explorer. Et c'est difficile, moi je trouve ça assez difficile de savoir comment entrer en matière. Et là, les philosophes nous permettent aussi en effet de partir de cette évolution. Du concept même de l'ego. Ouais, Et en fait, finalement, j'ai l'impression que
au-delà des définitions que cette historique nous donne, ça nous montre peut-être aussi comment, quelque part, on s'est perçu dans le monde au fil du temps. Et que peut-être cette séparation, cette autonomie de l'ego qui aujourd'hui peut se refléter dans notre société, n'a peut-être pas toujours été. Et que c'est peut-être le fruit aussi de toutes ces pensées quelque part et de l'évolution de la pensée. Et que ça me fait penser justement que quelque part, peut-être que la philosophie sociétale à laquelle on adhère collectivement peut aussi peut-être modeler notre expérience. Et notre rapport au monde. Exactement. Et donc c'est important d'en parler parce que peut-être que ça peut faire évoluer aussi notre rapport au monde, tout simplement en ramenant ces différences de paradigme. C'est vrai que dans la construction occidentale, on est tout à fait tributaire du moment cartésien qui vient en plus historiquement, auquel vient en plus ajouter historiquement un contexte de modification des technologies, des techniques, avec une modernité qui est en train de s'annoncer et qui peut nous mettre dans des rapports de productivité, de compétition face au monde et donc aussi finalement d'isolement, c'est-à-dire mon ego doit être l'acteur qui se construit dans un monde d'objets dans lequel finalement cette matière commence à être pensée ou perçue comme complètement inerte et donc vis-à-vis de laquelle je peux entretenir un rapport j'ai envie de dire d'asservissement, c'est-à-dire que la matière devient, le vivant devient objet d'accroissement égotique, où on peut avoir un rapport même vis-à-vis de son propre corps, c'est-à-dire le dualisme cartésien qui vient poser ce sujet pensant différent du corps. Ça peut aussi créer une distance dans le rapport profond à soi. Et d'une certaine manière aussi, après je vous inviterai peut-être à partager un petit peu sur vos expériences, mais moi quand j'ai interrogé mes proches et mes élèves sur pour vous à quoi renvoie le concept d'ego, il y avait vraiment dans la réalité psychologique deux choses. En même temps, l'aspect profond qui disait l'ego c'est ce qui me permet d'agir, c'est ce qui va soutenir ma volonté, c'est ce qui va être mon moteur d'action parce que c'est j'agis. Et d'un autre côté, directement, il y avait tout un aspect un peu lourd, un peu souffrant. C'est aussi toutes mes peurs, c'est aussi mon orgueil. Quand on dit que quelqu'un il a un ego un peu fort, ça renvoie à quelqu'un qui a envie de prendre toute la place et qui se rend pas compte qu'en face de lui, il a des subjectivités qui sont en fait égales et voire même vis-à-vis desquelles il est dans une relation d'interdépendance. Donc il y a aussi un aspect souffrant qui peut apparaître dans la manière qu'on a de conscientiser le rapport au monde, finalement. Donc je vais peut-être vous inviter en premier, Anna, à nous partager pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque, la thématique de l'ego, comment tu as dialogué avec elle, qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de ce thème? Ce qui me vient, c'est quelque chose qu'on vient déjà d'aborder, c'est la notion de séparation. Parce qu'en effet, je pense que ça n'a pas toujours été le cas, mais que la société dans laquelle on vit aujourd'hui reflète le paroxysme de la séparation. Alors, de quelle séparation parle-t-on? Là, on pourrait mettre différentes notions, différents langages dessus, mais la manière dont c'est vécu chez moi, c'est la séparation du jeu, du moi, avec le monde, et donc avec la vie, et donc avec le sens. Et c'est pour ça que déjà je peux dire la vie n'a pas de sens, par exemple. Et ça a été en l'occurrence quelque chose de très très fort chez moi comme sentiment depuis très jeune. Si je peux dire la vie n'a pas de sens, c'est que déjà je suis séparée de la vie et du sens. Donc déjà on peut observer la séparation à partir de ce sentiment. Et donc, dès lors, comprendre que je suis, a priori, séparée et donc dans l'illusion de ne pas être la vie. Alors que je suis en vie, donc a priori, je ne peux pas ne pas être cela. Ne pas être cela, ne pas être habité par le sens de la vie même, puisque je suis la vie. Mais, et c'est là que, selon moi, l'ego intervient,
il y a quelque chose en moi qui me fait me sentir séparée de cette vie et donc pouvoir juger la vie ou l'observer en tout cas d'un point de vue extérieur. Donc en effet prendre un rôle à l'intérieur de ça et s'autonomiser au point de pouvoir dire la vie n'est pas moi. Et la vie en plus n'a pas de sens. Donc chez moi ça a déjà commencé comme ça dans mon histoire et ça a créé tout un chemin de réflexion, de recherche, de guérison, de compréhension de cette séparation. Et je suis notamment allée chercher aussi ces réponses, on va dire, dans d'autres civilisations, d'autres cultures, parce que j'ai compris très vite que tous les peuples ne se sentaient pas comme nous on se sent. Et que ce jeu qui a l'impression de devoir mener sa vie est finalement quelque chose de très propre à ma société, à ma culture et à mon pays presque. Parce que finalement il suffit d'aller pas très loin d'ici. Moi en plus je suis d'origine algérienne et rien que là-bas déjà on n'a pas le même sens la du même moi. approche. Exactement. Déjà cette individualité n'est pas la même à quelques kilomètres de chez nous finalement, parce que finalement là-bas il y a la notion de communauté qui est déjà bien plus présente et qui fait que ce jeu n'est pas aussi important dans la conception du monde. Et en plus, ce qui m'a permis aussi d'aller rencontrer aussi des personnes, des peuples qui eux carrément se sentaient encore en connexion pleine avec la nature au point de considérer que l'arbre c'est moi. Et que je suis là. Et ça, on pourra en parler, on pourra en parler longtemps, mais c'est pour moi là que se trouve l'illusion. C'est qu'en fait, nous avons inventé quelque part cette existence autonome. Et ça, on pourra parler du comment. Et en fait, aujourd'hui, on la valide tellement que le monde tourne autour de ce même individu. Au lieu d'être l'individu dans le monde, ça devient le monde... Autour du sujet. Voilà, autour du sujet, exactement. Moi, ça me ferait rebondir justement sur les notions de... Donc, je vais parler par rapport à ma propre expérience, notamment la notion donc, de l'Advaita Vedanta, c'est ce dont on parlait un peu hors caméra tout à l'heure. L'Advaita Vedanta qui est un courant non-duel, donc courant de l'Inde, et qui amène à un principe simple, c'est-à-dire que avant toute chose existe une énergie qui sous-tend et qui régit toute réalité. Et cette même énergie va se manifester et apparaître comme le multiple et comme la diversité. Les sages et les maîtres, les représentants de cette sagesse, convergent tous à nous enseigner et à transmettre l'information que cette même énergie est qualifiée d'éternelle, inaltérable, et si elle doit se ressentir au travers d'un corps humain, on la baptise paix, amour et joie. Et donc, au travers de ce principe premier, primordial, de ce que donc censément nous sommes à l'origine, selon ce courant, l'apparition de l'ego, c'est véritablement l'oubli de cette vérité. Donc tout simplement, à l'origine, nous sommes cet amour, cette paix et cette joie de manière éternelle et inaltérable. Nous sommes cette totalité, nous sommes l'ensemble. Mais par contre, nous avons oublié cette vérité. Et aujourd'hui, ce que nous appelons ego, en tout cas au travers de cette voie, c'est l'identité à l'individu séparé de l'ensemble. L'identification, exactement. Et donc, naturellement, quand à un moment donné, l'individu oublie qu'il fait partie de l'ensemble, il commence donc à se séparer, et naturellement, il se met à se créer deux mécanismes. Le premier, c'est le système de défense, pour se protéger, parce qu'il a peur de disparaître. Donc, il a besoin de se défendre par différents moyens. Et en même temps, enclenchant donc un système de survie, dans lequel justement il y a la défense, et en même temps, il y a le système de manque. Parce que d'un seul coup, il se détache de ce qu'il est à l'origine. Donc, d'un seul coup, fait apparaître un espèce de système de vide. Enfin, en tout cas, il apparaît un vide qui se manifeste. Et ce vide-là, et ce manque branché sur, qui est le fruit de la déconnexion à l'ensemble.
et qui donc, à ce moment-là, va engendrer une consommation incessante pour venir amener à apaiser ce vide par les substances, les relations, les activités, et qui donc, à ce moment-là, entraîne un comportement lié à ce principe même de séparation. Ça, c'est ce que nous enseigne l'Advaita Vedanta. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on peut traduire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me paraît essentiel d'aborder ce sujet, parce que finalement, le monde tel qu'il est aujourd'hui est construit majoritairement sur ce principe de manque et sur ce vide. Alors qu'à voir aujourd'hui, les villes comme elles sont construites, par exemple, aujourd'hui, les villes, majoritairement, c'est des bars, c'est des restos et c'est des magasins. Des lieux de divertissement. Des lieux de divertissement, etc. Exactement. Donc c'est toujours pour pouvoir à un moment donné venir poser quelque chose sur cet appel en fait au réveil à qui nous sommes réellement, c'est-à-dire la totalité. Et ça, les peuples premiers aussi nous l'enseignent, les peuples indigènes, où effectivement, si on reprend toujours ce principe d'Advaita Vedanta, qui est donc tout simplement, si on doit le simplifier, c'est que il n'existe qu'un seul être qui prend différentes formes. Donc, pour les peuples premiers, par exemple, et je trouve qu'on a un livre sur lequel on reviendra plus tard qui s'appelle Les peuples racines, c'est ça ? Je connais pas le titre exact. Je crois que c'est Les peuples racines. On y reviendra. Et où justement, c'est un recueil de la parole de tous les différents représentants de ces peuples premiers, les peuples autochtones, les gardiens de la terre, et pour qui, eux, effectivement, quand d'un seul coup ils se relationnent à un arbre, ils ont déjà en eux, ils n'ont pas totalement perdu, comme pour nous c'est le cas, le fait que l'arbre n'est rien d'autre qu'une autre manifestation de ce même sujet, de cette même énergie, qui est amour, paix et joie de manière éternelle et inaltérable. Donc naturellement, pourquoi il était important de réaborder aussi cette vérité ? Mais parce que ça change radicalement notre rapport à l'autre. D'un seul coup, les autres êtres humains ne sont plus un autre, séparé de nous, mais simplement une autre expression de ce que nous sommes, ce qui ne peut que éveiller notre cœur à l'amour et à la compassion, à la compréhension, à l'entente et à la volonté de créer des rapports, sains, exactement, et qui tiennent dans le temps. Et c'est exactement finalement le même rapport qu'on peut ensuite entreprendre avec l'environnement, avec la nature. D'un seul coup, que de cet espace en dehors du manque que la philosophie indienne baptise le soi, c'est-à-dire qu'en fait le soi c'est cet espace en nous qui est reconnecté, qui est connecté à l'ensemble. Mais la majorité de nos comportements émanent de ce manque. Donc ce manque entraîne des comportements inconscients, effrénés, d'un consumérisme incessant, et donc dans le rapport à la nature par exemple, c'est des déforestations qui n'ont plus aucune limite, sans plus aucune conscience sur les écosystèmes qu'on détruit, sur les peuples qu'on demande de déplacer, sur tout l'irrespect que ça entraîne aussi, et sur la destruction. Par contre, il peut continuer d'émaner des besoins, par exemple, à un moment donné, les peuples premiers, quand ils avaient des besoins pour construire, par exemple, leur habitat, ça émanait simplement du besoin dans le respect, toujours connecté à l'ensemble, mais à un moment donné, ça émanait simplement d'un besoin, dans la complétude, de devoir dire à un moment donné, voilà, on va aller sélectionner certains arbres, on va aller se mettre en lien avec notre environnement pour prélever seulement ce dont on a besoin. Et à ce moment-là, en même temps, on est conscient aussi qu'on va aller replanter des arbres pour continuer de faire fonctionner cet écosystème duquel on fait profondément partie et duquel nous sommes profondément interdépendants. Oui, c'est ça, c'est exactement le mot-clé de la responsabilité collective et de la conscience de l'interdépendance, et d'être aussi des acteurs d'un monde qui nous contient. Complètement. Donc c'est une pensée un petit peu holistique dans laquelle le sujet conscient a le pouvoir à un moment donné de ne pas assentir à des impressions égoïstes, des impressions tournées, renfermées, repliées sur un soi peut-être un peu vide, dans lequel il y aurait un besoin de combler quelque chose par une consommation, mais plutôt de dire est-ce que mon action finalement elle me replace dans la conscience d'un monde aussi qui est là pour me permettre et nous permettre de grandir dans les sensations que tu évoquais, de paix, d'harmonie, de joie, de bienveillance et d'amour. Et je pense aussi que c'est quelque chose qui manque un petit peu
crucialement de partage aujourd'hui, en tout cas dans les reflets du monde. Donc une thématique un petit peu là aussi urgente. Dans déjà le rapport à soi, dans le rapport, je crois que c'est des mots qu'on a cités, mais guérison, libération, sortir un petit peu des cercles et des cycles de souffrance, parce que si tu parles d'un désir de combler un vide, finalement quand on est dans un rapport consumériste, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un feu qui nous brûle. Donc souffrant. Donc souffrant, c'est ça. Complètement. Donc retourner vers un rapport apaisé. Et c'est vrai que dans la manière dont l'illusion se construit, moi j'ai bien aimé quand tu as parlé d'un programme qui est là aussi pour survivre. C'est-à-dire que cet ego, si on l'observe, on peut voir aussi qu'il a des mécanismes pour permettre sa garantie. Parfois, il peut aussi venir nous protéger de certaines blessures. Donc on peut avoir aussi des rapports complètement paradoxaux vis-à-vis de lui. Et ça va demander un travail, une réflexivité, une introspection profonde afin de pouvoir se saisir du mécanisme, le comprendre, l'observer et potentiellement après s'en détacher dans un rapport à un soi qui est beaucoup plus grand finalement. Et finalement, j'ai l'impression que c'est qu'en fait la souffrance, ce n'est pas l'existence de l'ego, puisque l'ego, comme on l'a dit, c'est à la base une interface, c'est quelque chose qui... Une construction. C'est une construction qui permet l'expérience individuelle et qui donc est inhérente à l'existence quelque part, en tout cas à l'existence individuelle, à la subjectivité. Mais c'est finalement la résistance et c'est ce système d'autosubsistance de cet ego, j'ai l'impression, qui crée la souffrance, parce que finalement il veut tellement garder le contrôle et ne pas disparaître, que finalement c'est lui qui va nous faire aussi, en plus de créer tous ces systèmes du coup de tous ces systèmes qui permettent de combler ce vide pour pas finalement qu'on se rende compte quelque part que c'est lui qui nous crée cette souffrance. Je sais pas si c'est clair. Mais en plus, finalement, la vie cherchant tout le temps à apparaître et à nous relier à nouveau, ça c'est ce que je crois profondément, c'est que la vie elle est tout le temps en train de nous tendre la main. Du coup, il va devoir aller jusqu'à un extrême de souffrance pour pouvoir finalement accepter cette main tendue. Et c'est pour ça que souvent, on a besoin de se créer une souffrance extrême. Ça va être des burn-out, des dépressions, des accidents, des maladies et autres, pour finalement revenir à soi. Créer un sursaut. C'est ça, exactement. Et je crois que c'est un peu ce qu'on est en train de faire collectivement aussi. C'est-à-dire que la nature nous rappelle, la nature nous dit « Eh oh, il y a plein d'espèces que vous êtes en train de faire disparaître, il y a plein de... » comme si la vie était en train de nous appeler à se relier à nouveau. Et nous, qu'est-ce qu'on fait collectivement? On continue jusqu'à ce que peut-être dans 10 ans, on dise « Ah mince, des tornades, des ouragans, des tsunamis, des je ne sais quoi, des forêts qui brûlent. » Et en fait, on ne pourra pas dire mince, parce qu'en fait, c'est parce que nous continuons de laisser cette résistance nous diriger. Oui, encore là, tu es sur les catastrophes climatiques, mais je pense que les risques technologiques, justement, dans le rapport irresponsable de certains gouvernements et surtout de concurrence entre les pays, parce que pourquoi les pays, par exemple, n'arrêtent pas l'armement nucléaire? C'est parce qu'ils ont conscience que peut-être un autre pays est en train de le faire. Et donc, autant, quitte à avoir l'arme de destruction la plus massive du monde, autant qu'elle soit chez nous. Et là aussi, c'est un truc qu'on retrouve même dans le développement des IA, donc, qui est une thématique très actuelle. Mais il y a plein aussi un petit peu d'interrogations existentielles qui sont en train d'apparaître face à l'IA, parce qu'on est en train de créer des programmes qui sont des super intelligences, donc qui arrivent au même stade que les êtres humains maintenant, et qui vont certainement très très vite dépasser l'humain, donc des supra-intelligences. Et en fait, quand on les observe travailler, parce que maintenant on les a mis dans des modes de résonance connexes un petit peu aux neurones, et on ne comprend pas ce qui se passe. Et quand on apprend à des IA, donc il y a un problème qui s'appelle le problème de l'alignement, c'est-à-dire on envoie un langage à l'IA,
on ne sait pas comment elle va le recevoir. Et donc, on essaye après de l'aligner avec notre désir. Donc, ils ont fait des tests, notamment en essayant d'expliquer à certaines IA la confiance, des concepts un petit peu fédérateurs pour l'être humain. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, l'IA arrivait toute seule au mensonge et à la manipulation. Et donc là aussi, peut-être dans le rapport, qu'est-ce que ça peut nous apprendre aussi de notre humanité? Je pense que c'est un miroir hyper intéressant parce qu'on essaye de nourrir une IA dans un fonctionnement autonome. Et finalement, cette dernière, de par les interactions aussi qu'elle va avoir avec les autres, va arriver à des enjeux de manipulation qui après pourraient être terribles pour même notre humanité parce qu'on peut partir dans des champs où des humains vont programmer des robots qui après pourraient, pourquoi pas, se retourner contre nous. Enfin, voilà, c'est un courant des angoisses existentialistes. Mais justement, c'est parce que finalement, ça revient justement à cette notion de qu'est-ce que l'ego. C'est vraiment cette notion de l'être séparé qui donc est activé sur le manque et la défense. Et c'est comme ça que tout notre système est fait. Donc effectivement, c'est pour ça que c'est aussi dangereux quand on réfléchit à l'utilisation des technologies, quand on sait que selon qui est derrière la machine, et selon de quel espace, justement, au travers de quel espace il interagit avec la machine, effectivement, les conséquences peuvent être désastreuses. Mais c'est que ça, avec les machines, comme avec finalement tout et n'importe quoi, avec soi et avec les autres. Donc, je crois que là, en tout cas, ce qui me faisait... Oui, si je peux te poser une question, par exemple. Ouais, pourquoi, selon toi, c'est essentiel aujourd'hui de faire une vidéo dans laquelle on parle de l'ego? Parce qu'à partir du moment où on enquête sur les mécanismes de l'ego, on s'aperçoit, et c'est ce que tu disais Anna tout à l'heure, avec ce que tu disais sur le principe de la séparation, pour le simplifier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle au niveau de certains courants, certains concepts, certaines cultures, mais notre but aussi à nous en tant qu'enfants de l'humanité, c'est de pouvoir remettre cette connaissance, cette compréhension à disposition de tous. Donc à partir de là, effectivement on parle de, comme tu disais, séparation, reliance. Versus reliance. Séparation. Donc finalement, qu'est-ce que c'est? Comprendre l'ego, en tout cas dans la terminologie dans laquelle on l'emploie là aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre tout ce qui nous sépare de cette vérité que j'ai pu aborder tout à l'heure avec vous et que vous l'avez abordé aussi par différents biais, la notion de l'ensemble, la notion que nous sommes avant toute chose un élément connecté à l'ensemble. Et tout ce qui nous sépare de ça est effectivement l'ego qui doit être analysé, observé et qui, par différentes voies, différentes manières, va se rendre, ce principe de surrender, va petit à petit se dissoudre dans cette vérité de ce que nous sommes, c'est-à-dire notre véritable identité qui est l'ensemble, baptisé aussi le soi dans la tradition indienne. Donc pourquoi c'est important? Parce qu'effectivement, quand on est dans cette énergie du soi, quand on a rencontré le soi, et que d'un seul coup nous sommes cela, naturellement c'est des énergies d'amour, de joie, de paix, d'harmonie, d'altruisme, d'humanisme, et de tout ce qui a trait au lien et à la cultivation, à la culture du lien. Et ce qui va nous permettre aussi de co-construire ensemble. Exactement. Une réalité en partage, une collectivité, des projets fondés sur le bien commun de la collectivité. Exactement, et donc reconnecter au fait que voilà, que ce soit la nature, que ce soit les animaux, que ce soit les autres êtres humains, ils ne sont rien d'autre on pourrait dire une autre expression de ce que je suis. Donc naturellement, ça éveille mon cœur à l'amour, à la compassion, à la compréhension et au fait de vouloir évoluer dans une direction commune avec une vision commune, c'est-à-dire la préservation et la préservation de la vie tout simplement. Et quand nous sommes dans le modèle opposé, c'est-à-dire le modèle que nous cultivons aujourd'hui, nous sommes dans la séparation, nous sommes dans la défense, nous sommes dans l'agressivité, nous sommes dans la jalousie, nous sommes dans l'envie, parce que nous avons oublié qui nous sommes. Nous cherchons l'amour, la reconnaissance, le respect à l'extérieur. Nous pensons encore que le bonheur s'acquiert par le biais des objets matériels ou le biais des services, toujours à l'extérieur de soi. Et il est temps de retourner la caméra et de venir faire face à ce que nous sommes et de rencontrer cette véritable nature qui est inhérente à tout être humain et qui véritablement sera, selon moi en tout cas, la clé de la transcendance de notre étape d'évolution en tant qu'humanité. Voilà. Merci. Le fameux connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux que tu citais tout à l'heure à nouveau, qui en effet je pense est une grande clé de compréhension de ce que ça veut dire qu'être l'ensemble, parce que
c'est très... je sais que de mon côté, ça a été très éthéré comme compréhension pendant très longtemps. La conscience, etc. Enfin, c'est quelque chose c'était très conceptuel chez moi. Et finalement, de plus en plus aujourd'hui, je comprends que c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Qu'en fait, je suis connectée depuis l'intérieur. Je n'ai pas à... Avant, ça m'avait carrément amené à un moment à me fondre dans mon environnement. Parce qu'en fait, selon aussi les blessures de notre ego, on n'a pas tous les mêmes mécanismes de réaction. Exactement. Donc certains égos, par exemple, vont avoir une tendance à s'auto-affirmer, galvaniser, etc. Et d'autres à s'auto-flageller. Et à disparaître, Voilà. Et donc, moi, en l'occurrence, c'était plutôt autoflagellation, etc. Et du coup, j'ai voulu me connecter à cet ensemble, mais en disparaissant dedans. Dans la négation. Exactement. Et ça a créé aussi, du coup, une forme de dissociation, une forme de schizophrénie. Alors, c'est un peu exagéré, c'est pas la schizophrénie pathologique. De séparation, en tout cas, voilà. où vraiment exactement. Marqué. Et alors qu'en réalité, il y a quand même la notion d'essence qui, je crois, est importante à nommer. C'est qu'en fait, se connecter à l'ensemble, ça se fait par notre essence. Alors, c'est quelque chose qui s'expérimente. Ouais, j'aurais quelque chose que l'Advaita nous enseigne par rapport à ça. C'est l'ego est considéré comme une entité. Au sein même de notre psyché, l'ego, c'est une entité solide. Alors qu'en fait, il n'est qu'une activité d'énergie au sein du champ de la conscience. Ce qui change radicalement le rapport qu'on en a. Donc là, quand on parle d'ego, en tout cas là pour aujourd'hui, parce que j'aimerais bien revenir sur la terminologie, pour moi il y a un petit peu deux égos. C'est-à-dire, il y a l'ego qui est le véhicule de l'incarnation. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on m'appelle Flo, je réponds. Mais, donc, il y a ce Flo, mais qui peut être aussi connecté justement à son essence, comme tu dis. Donc, c'est-à-dire à la totalité, au soi. Il y a ces qualificatifs d'amour, de joie et de paix. De manière éternelle. Ou au sens de la vie, pour quelque chose peut-être de plus... Au sens de la vie. Donc l'altruisme, l'humanisme, le lien, au service du lien, au service de la vie. Et derrière ça, après, il y a l'ego qui porte toute cette connotation assez lourde que tu exprimais tout à l'heure aussi, mon ego, mes peurs, mon orgueil, pardon. Et qui effectivement, en fait, là, représente ce profil déconnecté et qui est purement attisé par le manque et les systèmes de défense. La peur, donc la système de défense. Ouais, système de survie face à la peur. Ouais, complètement. La peur de disparaître, la peur de mourir, ce qui engendre une société telle qu'est la nôtre aujourd'hui, parce qu'au final, aujourd'hui, la peur majoritaire dans le cœur des hommes, c'est quoi? C'est de mourir. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, parce qu'on a oublié qui on était, parce qu'on a oublié que nous faisions partie de quelque chose de bien plus grand, de bien plus vaste, etc. etc. Donc voilà, pour moi, il y a cette différence-là entre ces deux égos, c'est-à-dire l'identité utile à l'incarnation, il y a l'expression de la conscience dans cette création qu'est la vie, qu'est la terre, etc. Et ensuite, il y a l'ego connoté de manière péjorative, mais qui en fait est l'expression de tout ce qu'on vient dissoudre, de tout ce qui n'est plus en lien avec cette vérité de ce que nous sommes à l'origine, c'est-à-dire paix, joie, amour de manière inaltérable et éternelle. C'est l'ego qui a oublié, c'est ce que tu disais tout à l'heure, l'ego qui a oublié qu'il faisait partie de l'ensemble. Exactement. Donc l'ego qui s'est cru indépendant. C'est l'auto-illusion. C'est ça, c'est l'auto-illusion. Et c'est pour ça que là aujourd'hui, ce qui me paraissait important d'aborder, ce sujet, c'est pourquoi on aborde ce sujet, c'est parce que l'ego dont on est en train de parler là, d'auto-illusion, cet ego-là, il est dangereux en soi, d'une certaine manière. Il est dangereux et il conduit à la destruction, à sa propre destruction au travers de sa propre inconscience de qui lui-même est. J'aime pas dire lui-même parce que ça lui redonne encore une entité solide, alors qu'en fait, effectivement, ce n'est qu'une activité au sein de la conscience. Mais tellement séparé depuis longtemps que cet ego pense être quelque chose. Non, oui, ça c'est vraiment mon système de manque, mon système de survie, et c'est comme ça que ça marche, c'est ce que je suis. Puis tellement séparés depuis longtemps, puis comme on l'a vu aussi dans un petit peu la présentation historique, il y a aussi le contexte occidental qui a mis toute la lumière sur ce sujet autonome, indépendant, force de volonté, agissant.
et donc qui permet aussi l'apparition d'un monde mécanisé, d'un monde consumériste, esclavagiste, etc. Donc c'est vrai que c'est aussi une spécificité un petit peu de nos représentations occidentales. Complètement, mais parce que finalement, le monde tel qu'il est aujourd'hui n'est que l'expression de cet ego, ou en tout cas de ce système actif et manifesté dans notre propre système. Ouais, c'est sa création, la société. La société telle qu'elle est, et c'est la création de l'ego, c'est la création de ce système de séparation, en réponse en tout cas à ce système de survie, à ce système de manque permanent. Voilà, donc aujourd'hui, oui, c'est important de prendre conscience de ça parce que naturellement, plus on va revenir à cette vérité de qui nous sommes à l'origine, plus grâce à cette vérité, plus en repassant par par l'ontologie, on voit qu'on parcourt différentes manières de concevoir l'être. Et en tout cas, l'ontologie proposée aujourd'hui, en tout cas celle, je pense, qui nous relie, c'est celle d'un être qui est profondément connecté à un soi supérieur, plus grand, cosmique, universel, mais dans le sens de l'univers en fait, qui nous contient, un écosystème en fait, finalement, une maison, complètement. Maison pour tous. Une maison pour tous. C'est joli ça. D'ailleurs, j'allais dire, vu qu'on est aussi un groupe qui favorise le partage et la connaissance, peut-être que si jamais dans les commentaires vous avez vous aussi un partage à faire sur votre rapport à cet ego, à cette construction, je pense que vous êtes les bienvenus pour échanger, voir un petit peu aussi comment vous dialoguez avec cette entité. Est-ce que vous avez d'autres outils, d'autres traditions, d'autres manières de penser le rapport à l'être? Voilà. Comment vous visualisez tout ça? Et puis quoi qu'il en soit, pour nous, ça fait vraiment partie comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, la trame vraiment principale aussi de notre réflexion aussi, le retour à cette vérité, le retour au soi. Alors, même si ce concept-là du soi va être encore un petit peu... Le retour à la maison. Le retour à la maison, voilà. Le retour à la maison, de ce que nous sommes réellement à l'origine, de comment vous vous relationnez à ça et de comment vous vous relationnez effectivement le concept de l'ego, etc. Vos expériences seront véritablement extrêmement porteuses pour nous et pour les autres aussi. Ça nous permettra de nous mettre en réponse et d'avoir différents axes de réflexion par rapport à tout ça. Donc voilà, merci de pouvoir continuer de partager et de participer à ce collectif. Parce que c'est aussi grâce à vous et c'est aussi pour vous. Donc, merci beaucoup merci. Flo, merci Anna. Merci. Et à bientôt. Ouais, merci beaucoup, prenez soin de vous. À bientôt. Bisous, bisous.